Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Paulsen, présentent Le pirate de l'Indien, les aventures de Gilles Belmont, de Fabien Clos, interprété par Hervé Lavigne. Prologue. Au large de Zanzibar, 1er juin 1800. À l'horizon était l'Afrique, étendue infinie de plaines verdoyantes et vallonnées, prolongeant une mer turquoise regorgeant d'esté. Par une fin de matinée lumineuse, sur un océan indien indolent, une colonne de fumée s'élevait en direction d'un ciel pur. Au cœur de ces limbes gris, 2 frégates sortaient d'un combat à mort. Les bordées destructrices s'étaient échangées depuis le lever du jour, mais c'est à l'abordage que l'affaire s'était réglée. L'écho furieux de la bataille s'était enfin tu, immédiatement remplacé par les cris et les râles des mourants. Au pied du mât d'artimon, du bâtiment le plus dévasté, le pavillon de l'Union Jack, déchiré en mains endroits, fut halé bas. En lieu et place, ondulant sous l'effet de la brise, un voile noir de 30 pieds fit irruption dans le ciel. La clameur de la victoire, portée par 200 voix, conclut l'affrontement entre l'Anglais et le pirate. Gisant près des vestiges du poste de barre, au milieu d'un amoncellement de bris de bois, de canons renversés, de cordages branlants et de cadavres ensanglantés, le capitaine de vaisseau George Davis peinait à se relever. Un genou à terre, son uniforme en lambeaux, désarmé, il s'efforçait de regarder le pont de sa chère Cassandre. Ses joues et son front, secs, étaient par endroits tailladés et sanguinolents. Dans ce capharnaüm mortel, il ne lui restait pas 100 hommes valides parmi les 346 qui avaient engagé le combat contre le Revolution 4 heures plus tôt. Il releva la tête en direction de celui qui venait de le terrasser. Le chef des pirates était vêtu d'un long manteau sombre qui protégeait 2 fourreaux de sabre ainsi que 2 pistolets à crosse d'ivoire. Le visage bruni du rouquin exprimait la revanche. Son allure distinguée et ses cheveux soigneusement noués, sa barbe aussi bien taillée que fournie, contrastaient fortement avec son sabre rougi de sang. Il avança d'un pas. « C'est fini, George. » Au prix d'un terrible effort, ce dernier se releva. « Autrefois, vous portiez le même uniforme, William. » Trenstone pointa son sabre sur la poitrine de Davis. « Vous avez parcouru 10 000 milles depuis votre maudite île pour me tuer, et vous implorez maintenant mon pardon? Que le diable vous emporte, vous et vos maîtres. » Je ne parlais pas de moi, mais de mon équipage. William Trenstone sembla hésiter un instant et dit « Je ferai porter la nouvelle de votre défaite à Londres. Ceux de vos hommes qui nous rejoindront seront traités en frères. Pour les autres, vous connaissez les lois du pavillon noir, George. » Il empoigna la nuque du capitaine de la Cassandre. « God and my right !» furent les derniers mots de Davis avant que 50 centimètres d'acier ne lui transpercent le cœur. Un flot de sang jaillit de sa bouche, tandis que ses yeux se révulsaient. En proie à de violents spasmes, il s'écroula à même le chêne rougi par le sacrifice de ses compagnons d'armes, emportant avec lui l'image d'une poignée d'écumeurs piétinant le pavillon de Sa Majesté. Trenstone se pencha sur le corps inerte et, d'un geste lent, ferma les yeux de cette vieille connaissance que Dieu, aidé de sa propre lame, venait de rappeler à lui. Sur le pont, des dizaines d'Anglais terrorisés, encadrés par des forbans et des nègres marrons, attendaient le fait du prince. Trenstone saisit le balcon, qui ne tenait plus qu'à quelques planches, sa voix puissante recouvrit les plaintes. « Il y a dans nos équipages des Anglais, des Hollandais,
des Français, des Maures, des Espagnols, d'anciens esclaves. Qui, parmi vous, veut troquer sa vie de misère contre un destin plus grand? » Se rangeant à la promesse d'un lendemain possible, des hommes à la démarche brisée se frayèrent un passage entre les décombres de leur navire et les corps inanimés de leurs camarades. Quelques autres, trop hagards et effrayés à l'idée de servir le diable en personne, demeurèrent figés. « Pendez-moi ces lâches !» rugit Trenstone. Une heure plus tard, sous un soleil de plomb, le gréement meurtri de la Cassandre se para de grappes de marins et de tuniques rouges, flottant inertes dans le vide. Depuis le balcon de sa dunette, le capitaine du Revolution, roi en son île de Monfia, balayait d'un œil conquérant les ponts des deux frégates. Dire qu'il avait initié cela à une époque où il n'était qu'un homme brisé. Quelle folie! Quelle enivrante folie! Riche des navires marchands capturés, d'un millier d'hommes aguerris et d'une deuxième frégate de 44 canons, William Trenstone, plus connu dans l'océan Indien et jusqu'en mer de Chine sous le nom de Capitaine Bloody Bill, était enfin maître de son destin.